Nous sommes à la FACEF le jeudi 21 janvier 2010. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger Bernardo Castillo Vaquero pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors, Monsieur Castillo, je vais vous demander pour commencer de vous présenter, de vous donner votre nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Donc Bernardo Castillo Vaquero, né le 18 août 1957 à Algemesí, Valencia, et en France depuis 1964. Et donc, vos parents ont décidé d'émigrer en 1964, c'est ça? Ils n'ont pas décidé. C'est-à-dire que, Comment ça s'est passé? à l'époque, d'après ce que j'ai cru comprendre, à l'époque, quand on n'avait plus de travail, on allait voir une délégation du gouvernement qui était installée dans chaque ville et qui automatiquement donnait des contrats avec des passeports aux gens qui n'avaient pas de travail pour qu'ils partent. Donc c'était soit ils partaient avec un contrat à la base, soit ils mouraient de faim. Donc c'est pas vraiment eux qui ont choisi. Ils ont choisi, mais c'était aussi l'obligation, quoi. Donc c'était à travers une filière officielle, Ah, tout à fait, ils ont eu les tout à fait. papiers, ils ont été d'accord. Le contrat et les passeports, pratiquement tout était gratuit, avec beaucoup de facilité pour qu'ils partent. Donc c'était vraiment pas une volonté de leur part, non. plus une obligation. Non, automatiquement, non. Une obligation. Hein. Mm. Faut savoir, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en Espagne, il n'y avait pas de chômage dans les années 60. Par contre, il y avait 4 millions d'émigrants. C'était la politique de l'époque. Donc très clairement, l'émigration, on ne peut pas la qualifier de politique, elle était économique pour des raisons de survivance. Oui. On fait un distinguo entre deux types d'émigration. Hein. La politique, c'est dans les années 39, juste après la guerre, et l'économique dans les années 60. Mais finalement, quand on réfléchit bien, l'économie, c'est le résultat d'une politique. Donc, je crois que ce distinguo, il faudrait qu'il disparaisse au fur et à mesure, parce que je crois que toute émigration est une immigration politique, quelle qu'elle soit. Mon père a commencé à fréquenter plus des Valencians. Il a commencé après, par la suite, quelques années après, à connaître la maison de Valence, à les fréquenter, à aller les voir, etc. Mais voilà. Vous avez des souvenirs, vous, de la participation de votre père à la maison de Valence? Il vous y emmenait en tant qu'enfant? Non, en tant qu'enfant, non. Non, en tant qu'enfant, non, il nous laissait assez tranquille. Non. C'est après, plus tard, quand j'ai été adolescent, même jeune adulte, où j'ai participé un petit peu, mais en spectateur. Voilà. Vous alliez faire quoi? C'était volontairement ou vous alliez suivre vos parents? Non, mes parents ne nous ont jamais obligés à les suivre. Non. Non, c'est après, quand j'avais une vingtaine d'années, où j'y étais volontairement. Hein. Mais sinon, non. Il y allait tout seul, d'ailleurs, parfois. Hein. La plupart du temps, il y allait tout seul. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, après, d'y aller volontairement? Alors, déjà, j'ai participé au début, quand j'avais une vingtaine d'années. Je voulais les aider. Et puis, je me suis marié, j'ai été habité loin de Paris, tout ça, donc j'ai laissé tomber. Hein. Je pouvais plus... J'habitais à 40 km de Paris. J'ai eu des enfants, etc. Donc, c'était pas évident d'avoir les deux, de pouvoir venir à Paris comme ça. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, j'ai dû laisser tomber dans les années 82-83. J'avais participé, mais très peu. Hein. C'était vraiment anecdotique. Vous n'étiez pas membre, vous? Si, j'ai toujours été membre. Hein. J'ai un des carnets les plus anciens de la Maison de Valence, mais je participais pas. Non. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. Mon père est décédé, etc. Et dans les années à peu près 92, j'ai divorcé. Et au cours de mon travail, un beau jour, le président est venu me voir pour que je lui corrige une lettre qu'il devait envoyer, je ne sais où. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était à la Generalitat. Et je lui ai demandé, mais cette lettre, tu vas l'écrire à la machine ou à l'ordinateur, quoi que ce soit. Il m'a dit, non, on écrit tout à la main. Alors j'ai dit, mais attends, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Il m'a dit, si, on a un ordinateur, mais personne ne sait le faire marcher. J'ai dit, mais écoute, on est dans les années 90, faut changer un peu le... Il m'a dit, oui, mais il n'y a personne. J'ai dit, bon. Et donc j'ai commencé à y aller, comme ça, les après-midi, 2 après-midi par semaine, sans être en la junta, enfin sans être dans l'assemblée.
sans faire partie, toujours en faisant partie de la Maison de Valence, hein, comme membre, mais pas du tout comme responsable, entre guillemets. Et donc j'ai mis en place le système informatique, je leur faisais des lettres, des courriers, enfin. Et au fur et à mesure, bah, je me suis pris au jeu, quoi. Et voilà. Et ça, du coup, est-ce qu'il n'y avait pas des batailles, justement, à partir des années, enfin, dans les années 90, pour que votre statut d'immigré soit reconnu en Espagne intégralement? Est-ce qu'il y a eu des luttes sur lesquelles Ah bah vous oui, avez il y a eu des participé luttes. Non, moi non, j'ai pas participé, mais il y a eu des luttes. Ça a été la création des fédérations et tout ça qui ont permis un petit peu de faire avancer le schmilblick. Mais c'est un thème que je ne connais pas trop, hein. Moi, je ne connais que ce qu'on m'a dit par la suite et ce que j'ai vécu de loin. J'étais pas engagé du tout à l'époque, hein. Moi, mon époque engagée, c'était les années 80 syndicalement, mais pas du tout au niveau associatif, hein. Bon, c'était à peu près le même combat, mais c'était les années 80, ça n'a rien à voir. Les années 60, c'était différent, hein. C'était totalement différent. C'était comment on appelle ça, les récitals interdits de Paco Ibáñez. C'était bon, les gens qui venaient d'Espagne en cachette ou des gens qui partaient d'ici en cachette pour distribuer de la propagande. J'en ai connu plein qui m'ont raconté ça au consulat des anciens républicains. Parce que les républicains, il ne faut pas oublier que 90% d'eux, jusqu'à leur mort, ils ont continué à se battre, hein, d'une façon ou d'une autre, hein. J'avais même l'anecdote, un monsieur qui était anarchiste, qui avait réussi, qui avait 3 hôtels. Il avait un hôtel à Nîmes et 2 hôtels à Paris, mais des beaux hôtels. Et il était quand même anarchiste, hein. Et il allait faire sa permanence au centre, je ne sais plus où c'était, un truc de la CNT ici à Paris. Et il y allait avec son chauffeur. Le chauffeur l'emmenait, il le déposait, il passait son après-midi à parler à la radio sur des thèmes. Et puis après, son chauffeur venait le chercher. C'est-à-dire que malgré tout, malgré la révolution sociale, il continuait à avoir des idées. Moi, j'ai assisté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, j'ai été invité, je suis invité régulièrement avec l'association des anciens déportés de Mauthausen, la FEDIP. Et donc, il y a à peu près 3 ans, là, on a mangé une paella chez l'un d'entre eux, on était une dizaine. Et là encore, c'était en 2007. Et ben, il y a eu une grosse engueulade à la fin du repas. Ils s'accusaient les uns que la guerre était. Donc, c'est des gens qui ont encore maintenu cette fibre un petit peu de combat. Mais bon, c'est un combat idéologique qui n'a plus lieu d'être, hein, à la limite. C'est un combat pour la mémoire. Mais donc, au niveau des associations, c'est pareil, quoi. Il n'y a plus de vrai combat vis-à-vis des autorités françaises. Et ça n'a rien à voir avec les années 60. C'est très différent, très différent. Donc vous, quand vous êtes arrivé dans les années 90, quelles étaient les activités qui étaient développées dans la Casa Valenciana? Bah, les activités, c'était les mêmes, c'était des activités festives. À partir du moment où il n'y avait plus d'activités vraiment, entre guillemets, revendicatives, c'était purement festif. Le seul changement qu'il pouvait y avoir, c'est ce que j'ai fait comprendre et ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'il fallait que si on voulait avoir une comment dire, un écho beaucoup plus mondial, beaucoup plus européen, il fallait qu'on passe par la Generalitat, par le gouvernement valencien. À partir de là, il fallait qu'on fasse partie de tout un système qui a été créé par eux. Alors on peut penser que c'est pour mieux nous contrôler, bon, sûrement. Mais bon, nous, ça nous rapporte une reconnaissance, ça nous rapporte une belle subvention. Donc pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Donc d'un commun accord, ils ont créé là-bas et nous on a voulu créer un genre de. On a un service qui nous appartient à la Generalitat qui est fait pour les associations d'extérieur. On a un conseil on a un conseil comment on appelle ça, de délégués de Maison de Valence de l'extérieur. Faut qu'on s'ouvre. En Europe, on n'est pas beaucoup. En Europe, on est 3. Une en Allemagne, une à Lyon, une à Valence et une à Andorra, qui est considérée comme l'Europe. Mais par exemple, en Amérique du Sud, on doit avoir 48 maisons de Valence. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est en train de monter, on veut monter aussi, mais ça c'est assez compliqué, on veut monter une fédération d'associations, enfin une fédération des maisons de Valence, pour avoir un but, un combat commun. Mais enfin, c'est pas un combat commun, puisqu'on n'a plus de raison de combattre. C'est plus qu'on ait une structure beaucoup plus mieux faite, plus organisée, avec plus de moyens, avec plus qu'on puisse passer déjà le cap de cette époque de revendication à une époque culturelle, qu'on puisse se développer, avoir bon, être grosso modo des ambassades de Valence à l'étranger. Moi, mon but, c'est que d'un côté, on puisse se réunir,
mais d'un autre côté qu'on soit la vitrine de Valence à Paris. Mais à tous les points de vue, hein, tous les points de vue, c'est-à-dire au point de vue Valence vers l'extérieur, Valence vers l'intérieur.